Je pense que le fondement du pouvoir d'une classe dirigeante, c'est son pouvoir sur le travail et qu'aujourd'hui, son illégitimité pour organiser le travail est maintenant partagée très au-delà des milieux anticapitalistes. Il y a un tel constat du mur dans lequel est en train de nous faire courir la bourgeoisie capitaliste dans son organisation du travail qu'elle a perdu cette légitimité. Enfin, écoutez, pour prendre des exemples récents, je rencontre des jeunes qui ont été des gagneurs pendant 10 ans dans la finance de la City et qui sont là, qui reviennent et qui disent on ne nous y reprendra plus. Enfin, on s'est fait avoir. Des cadres de grands groupes qui en ont marre d'avoir perdu toute maîtrise de la technicité de leur entreprise parce que l'entreprise a délocalisé, l'entreprise a fait de la sous-traitance et eux, ils gèrent des contrats de sous-traitance, mais ils sont dans la parlotte, ils n'ont plus de prise. Je ne parle pas de tous ceux qui sont dans la souffrance au travail et ils sont quand même archi nombreux, soit parce qu'ils aiment leur travail mais ne peuvent pas le faire, les enseignants, les soignants, etc., soit parce qu'ils n'aiment plus le travail tel qu'on leur fait faire, ils n'adhèrent plus à... Donc cette souffrance au travail, cette exaspération devant l'incapacité de bien travailler n'est pas encore aujourd'hui transformée en une détermination à devenir souverain sur le travail et en finir avec cette perte. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot perte n'est pas forcément bon non plus parce que il n'y a jamais eu pouvoir sur le travail en réalité, mais ça n'était pas précisément l'objet des mobilisations collectives dans les années 50, 60, 70, lorsqu'il y avait offensive sur des droits. De suite, nous avons conquis des droits dans les mobilisations de ces années-là. Depuis 40 ans, on ne conquiert plus aucun droit, mais ça n'a pas entraîné encore jusqu'à présent un déplacement de l'action collective vers la conquête du pouvoir sur le travail, qui est pour moi le nouveau point à l'ordre du jour, et c'est pourquoi j'essaye de remplir le mot anticapitalisme, pôle-capitalisme, qui sont des mots vides, d'un contenu communisme. Les indépendants sont dans l'infra-emploi, en dessous de l'emploi, dans une situation de grande vulnérabilité. Les employés du privé sont dans l'emploi, c'est-à-dire dans le fait que le poste est le titulaire d'une qualification et que le salaire peut être versé, y compris quand il n'y a pas d'activité, alors que pour les indépendants, leur rémunération est totalement à la mesure de leur activité validée comme travail productif. Et puis les fonctionnaires, quant à eux, ils ont une qualification personnelle. C'est pas leur poste qui est qualifié, c'est eux. Et ils conservent leur salaire, ils ont conservé leur salaire. Et effectivement, qu'est-ce qui nous empêche de généraliser à tous ce statut? Non pas tous fonctionnaires, moi je suis pour le dépérissement de l'État, mais tous titulaires de notre salaire, bien sûr. Et les gens ont du mal à comprendre en fait exactement comment mutualiser cet argent, d'où sort cet argent et comment le redistribuer de cette façon. Est-ce que vous pouvez le réexpliquer simplement? Je crois que c'est nécessaire de le faire à chaque fois. Oui, écoutez, ce qu'on appelle prenons des chiffres de la contribution nationale actuelle, ce qu'on appelle le revenu disponible des ménages, c'est-à-dire tout type d'organisation familiale, les célibataires, les familles monoparentales, les familles, les grands-parents avec leurs enfants, etc. Bon, ce qu'on appelle un ménage. Si on prend le revenu disponible, c'est-à-dire les ressources nettes de cotisations, d'impôts, etc., plus les prestations sociales. Donc c'est le revenu disponible. Le revenu disponible des ménages, il est de 1500 milliards. Écoutez, divisez-le par les 50 millions de plus de 18 ans, puisque la proposition, c'est que de 18 ans à notre mort, nous soyons titulaires d'un salaire, d'une qualification et d'un salaire. Ça donne 30 000 euros par personne et par an, c'est-à-dire 2300, 2400 de salaire mensuel net moyen. C'est-à-dire que nous sommes dans le tout à fait possible une proposition concrète de distribution d'un salaire entre 1700 et 5000 euros, qui est la proposition que tout le monde à 18 ans a un premier niveau de qualification, quel que soit son passé scolaire, puisque la qualification, c'est pas le diplôme, ça renvoie à des compétences professionnelles, et non pas à du diplôme, une expérience professionnelle.
avec un maximum de 5 000 € par mois. D'ailleurs, là encore, la crise récente, enfin le confinement, a montré combien beaucoup de premiers de cordée qui gagnent des 1000 et des 100 sont parfaitement inutiles, alors que les premières de corvée, qui elles ont montré leur nécessité, sont sous-payées. Proposer un rapport de 1 à 3 comme échelle des salaires, proposer un minimum de salaire de 1 700 €, ce qui est d'ailleurs la proposition syndicale de SMIC, le CLSMIC revendiqué, me paraît du simple bon sens. Quel est ce communisme alors que vous appelez de vos vœux et en quoi est-il différent de ce communisme qui fait peur aux populations, ou plus exactement avec lequel on fait peur aux populations? Et dans lequel la classe dirigeante fait peur de façon pas très efficace dans la jeunesse, par exemple. Hein. Bon, dans ma génération, oui, mais dans la jeunesse, le seul mur qu'ils connaissent, c'est le mur de Jérusalem. Hein, donc, c'est pas la même expérience sociale. Et puis, ils se heurtent à un tel mur, cette fois-ci, sur le marché du travail, un tel mur en matière d'accès à la qualification, que la peur du communisme, c'est pas ça qui va les faire adhérer au capitalisme. Non, je suis même agréablement surpris de l'attente que l'on mette un mot sur l'anticapitalisme. Alors on met le mot commun, par exemple les communs, c'est une façon de contourner un peu la chose. Communisme, oui, parce que de même que le capitalisme succède au féodalisme, dans toute société capitaliste, le capitalisme n'est pas un système de domination qui ne changerait que pour perdurer. C'est une contradiction à l'œuvre. Dans tous les pays capitalistes, du communisme est en train de se construire. Le communisme est une réalité empirique. Donc je n'ai pas de représentation du communisme. C'est pas la peine de... Quelle est votre idée le communisme? Ça, c'est des trucs auxquels je comprends rien. C'est qu'est-ce qui, dans nos sociétés, j'analyse la France de façon plus, disons, travaillée que l'Europe bismarckienne, mais que je connais quand même relativement, ou que l'Angleterre, que je connais, ou les pays nordiques, que je connais peut-être un peu moins. Qu'est-ce qui, dans nos sociétés, est porteur de souveraineté des travailleurs sur la valeur économique, sur le travail? Pour moi, qui suis économiste du travail, c'est un des lieux de construction du communisme. Et pour moi, c'est un lieu central, parce que la lutte de classe, le fondement du pouvoir de la classe dirigeante, c'est que c'est elle qui décide de ce que nous produisons, comment ça va être produit, par qui, etc., dans quelle division internationale du travail. Nous sommes dépossédés de toute maîtrise sur ce cœur de nos existences individuelles et collectives. Et le communisme, c'est précisément l'ensemble des création institutionnelle, pas simplement de modifications microéconomiques, mais également à l'échelle macroéconomique, par lesquelles nous sommes en train non pas de reprendre, mais de prendre la souveraineté sur le travail. C'est pour cela que le régime général de sécurité sociale, le statut de la fonction publique, l'industrialisation du DFS-GDF, enfin des choses comme ça, mais aussi toutes les initiatives d'alternatives ici et maintenant qui prolifèrent aujourd'hui dans tous les domaines. La production agricole, l'énergie, les transports, la culture, enfin, etc., le logement. Vous avez maintenant une multiplication d'initiatives non capitalistes, mais qui pour moi sont des initiatives communistes. Et si l'on veut communiste au sens où ce qui repose sur la délibération en commun de ce qui est travail, et précisément la transformation de cette désadhésion, de cette dissidence vis-à-vis du travail tel que le capitalisme l'organise, en un mouvement de mobilisation pour la souveraineté sur le travail, appelle un mot, et ce mot c'est communisme. Mais vous proposez de l'étendre au logement, proposez de l'étendre à l'alimentation et à d'autres secteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, comment fonctionnerait ce type de banque alimentaire? Lorsque dans les années 60, le régime général est en mesure de créer une production de soins sans le capital, avec une subvention de l'investissement hospitalier, sans marché du travail, avec des fonctionnaires,
sans travailleurs indépendants, totalement soumis au capital, avec des libéraux de santé qui passent convention avec l'assurance maladie et qui se libèrent de la dépendance vis-à-vis du marché capitaliste. Nous pouvons très bien maintenant qu'il faut que nous prenions la maîtrise du travail et donc nous avons besoin d'institutions macroéconomiques pour soutenir toutes les initiatives alternatives innombrables qui aujourd'hui fleurissent. Eh bien, nous pouvons nous inspirer de cette institution macroéconomique, c'est-à-dire créer une cotisation. Je ne suis pas tout seul à y réfléchir, hein. En particulier à Réseau Salarien, à l'association d'éducation populaire dont je fais partie, il y a tout un groupe de réflexion qui réfléchit avec d'autres, avec des ingénieurs d'Agrista, avec des agriculteurs de la Confédération paysanne, enfin, etc., avec des promoteurs de distribution de l'alimentation sur un mode coopératif, etc. Bon, créer une cotisation alimentation qui alimenterait chaque mois 200 € par personne et par mois une carte vitale, notre carte vitale. Donc une famille de 5 personnes, ça ferait 500 €. Une famille de 2 personnes, ce serait 200 €, etc. Bon. 100 € pour une célibataire. Cette carte ne serait utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés, précisément auprès de tous ces alternatifs de l'alimentation, de la production agricole, de la production de l'alimentation, de la distribution de l'alimentation, de la restauration, qui le font sur un mode non capitaliste, c'est-à-dire sur un mode communiste, au sens où ce sont des personnes qui entendent maîtriser leur travail, ne pas vendre leurs produits à la grande distribution, ne pas s'approvisionner auprès de fournisseurs capitalistes, ne pas emprunter auprès de banques capitalistes, qui sont dans une forme de sécession vis-à-vis des institutions capitalistes, au nom de la puissance sur le travail, précisément, hein, et à qui il faut absolument fournir une institution macro, sinon ils vont être récupérés ou marginalisés. Vous voyez comment des modes de distribution vertueux au départ, par exemple en matière alimentaire bio, sont en train de flirter avec le capital. Bon. Donc la sécurité sociale de l'alimentation viendrait offrir le tiers du marché, puisque c'est 240 milliards à peu près le marché de l'alimentation, je crois, 100 € par personne et par mois pour les 65 millions de Français, enfin de résidents sur le territoire, pardon, c'est pas une affaire de nationalité, hein, bien sûr. Ça fait 80 milliards. On peut ôter le tiers du marché à la grande distribution, à l'agro-business, c'est-à-dire le mettre en grand péril, parce que Carrefour, s'il perd 2 ou 3% de son marché qu'il est en péril, en perdant le tiers, ça va sacrément le mettre en péril, tout en confirmant au contraire les alternatifs, et sans faire la morale. Hein. Il ne s'agit pas de dire vous êtes obèse, on va vous apprendre à manger, pas du tout, hein, puisque chacun est libre, chacun est en capacité d'accéder à une alimentation de qualité, hein, et ça supprime aussi l'aide alimentaire, hein, qui est vraiment, on a vu pendant le Covid, comme l'aide alimentaire met en situation de dépendance absolue des personnes. Il faut en finir avec l'aide alimentaire par le fait que chaque personne soit titulaire, par exemple, de 100 € par personne et par mois. Alors, pour financer une telle cotisation, il s'agit que la valeur ajoutée des entreprises, au lieu d'aller au coût du capital, hein, c'est-à-dire au remboursement d'intérêts, aux dividendes, aille à des cotisations de ce genre, qui seront une hausse du salaire. Hein. On l'a bien vu avec le Covid, il faut absolument que les salaires les plus faibles augmentent. En préconisant 1700 € de salaire minimum, ça veut dire que la moitié des salaires doivent être augmentés, puisque le salaire médian est à 1700 € aujourd'hui. Mais cette augmentation des salaires pourrait prendre la forme d'une augmentation, non pas d'une monnaie en espèces sur notre compte en banque, mais d'une monnaie en nature, qui soit bien de la monnaie. Hein. La monnaie de l'assurance maladie, c'est de la monnaie. Les médecins sont payés, enfin, etc., par de la monnaie. Mais une monnaie en nature, c'est-à-dire une monnaie qui est sur cette carte et qui ne peut être dépensée qu'auprès de professionnels conventionnés. Et là, on va à la fois modifier la production sans culpabiliser les paysans en leur disant « mais vous êtes en train d'empoisonner la planète et de nous empoisonner », modifier la consommation sans faire de la morale aux consommateurs,
par des institutions que nous maîtriserons, parce que c'est nous qui gérerons, comme l'a été le régime général, la caisse de sécurité sociale de l'alimentation. Et ce que je dis pour l'alimentation vaut pour la culture, pour le transport de proximité, pour le logement. Imaginez quelqu'un qui gagne aujourd'hui 1 200 € par mois, s'il se met à gagner 1 700, les 500 € supplémentaires pourraient être en nature, non pas en nature, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui filer un sac de patates tous les mois, hein, non, c'est pas ça du tout. Monnaie en nature, hein, de la monnaie en nature, c'est-à-dire de la monnaie sur une carte qu'il ne pourra dépenser qu'auprès de professionnels conventionnés, et là on va retourner la production de logements, de transports de proximité, etc., dans un sens communiste.